Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut poser les bases d'un studio virtuel et de la réalité augmentée dans VisArtist. Alors, je vous ai chargé une scène un peu effrayante comme ça au premier regard, mais qui est assez complète. Alors là, on assiste à un mouvement de caméra, puisque, souvenez-vous, dans VisRT, on dispose donc de 16 caméras qui sont toutes calées les unes les autres sur différents paramètres. Alors pour agir sur une caméra, souvenez-vous, c'est l'onglet caméra qui vous permet tout d'abord de déterminer si la caméra est en perspective ou orthogonale. Là, comme on est dans des conditions réelles, on va essayer de rester en perspective. Vous pouvez donc utiliser le zoom de la caméra, on le rétablit à ses valeurs par défaut là, et naturellement sa position dans le studio. Donc là, le choix a été fait d'avoir le Y en hauteur. C'est une bonne chose, c'est l'ordre naturel d'Envis, donc on a un X pour la largeur et un Z pour la profondeur. On peut comme ça se déplacer dans le studio. Alors en ce qui concerne les unités, on est en centimètres, c'est-à-dire que si je mets un 100 ici, eh bien je vais me retrouver exactement à 1 mètre du sol, pourvu que le point zéro de la scène ait été lui aussi déterminé à 0. Donc évidemment, on peut effectuer une rotation de la caméra et la pencher, voilà, et on peut même l'incliner. Voilà. Alors on va reprendre les bases depuis le début pour bien poser un studio virtuel. Il faut tout d'abord déterminer par poser l'origine. Alors, le premier objet, c'est le cube. Le cube a ceci de sympathique qu'il fait par défaut 1 mètre sur 1 mètre. Alors, tel qu'il est là, il a son centre en son milieu. Il est important, quand on fait de la réalité virtuelle, d'avoir une bonne notion de l'espace 3D dans lequel on travaille. C'est pourquoi on peut tout de suite commencer, pour bien se rendre compte des choses, par ajouter un sol. Alors, le sol, souvenez-vous, si on double-clique, là on peut renommer le conteneur, c'est ce que je fais. Alors, le sol, souvenez-vous, là, tel que ça se présente par défaut, c'est un carré, donc là, lui aussi fait 1 mètre de côté. Mais il est vu de face, et ça va nous poser problème. Ça va nous poser problème parce qu'un sol est naturellement horizontal. Donc on va tout de suite lui effectuer une rotation en X. Voilà, alors là je l'ai fait dans le mauvais sens, parce qu'il y a un 100 dessous. Et le carré disparaît, tout simplement parce qu'il n'a pas d'épaisseur et que la caméra, elle aussi, est en 0,0 en quelque sorte. Donc on va commencer par placer notre caméra à une hauteur d'homme. Mettons par exemple qu'on veuille la placer à, allez, mettons à 1,40 m du sol. Donc tel que ça se situe actuellement, on est à une distance de 5 mètres de ce carré. Donc on peut pencher un petit peu la caméra pour ramener les choses au centre. Et voilà, on peut zoomer naturellement, hein, mais on va rester aux valeurs par défaut. Donc ça c'est important à bien comprendre. On peut effectuer un déplacement latéral, hein, évidemment, en jouant sur les X, mais ne jouons pas trop avec la caméra dans un premier temps. Revenons sur notre sol. Admettons que pour commencer, on va y jouer donc sur un studio qui fasse 10 mètres de largeur. Eh bien, 10 mètres, c'est tout simplement 1000 cm de largeur et 1000 cm de profondeur. Voici donc un carré de 10 sur 10. On peut tout de suite imaginer une deuxième caméra qui viendrait
par le dessus cette fois-ci. Donc, si on place la caméra au centre, donc en X et en Z, 0, puisque c'est bien le Y qui va venir jouer sur la hauteur. Donc là, on est extrêmement centré. On va l'élever un petit peu. Mettons qu'on la monte à montons-la à 5 mètres. Donc 5 mètres 500 cm, si je ne me trompe pas. Et que l'on la penche vers le bas, en négatif. Là, je la tourne. Voilà. Et que donc on la penche vers le bas. En mettant moins 90, on sera bien vers le haut. Alors là, on voit que 5 mètres, ça n'est pas assez. On monte, voilà. Donc là, on a une vue du haut de notre caméra. On peut tout à fait la renommer. Donc mettre zénith, puisque là, on va se situer vraiment en 0,0. Et la caméra 1, elle, sera notre caméraman. Alors, c'est important de comprendre tout ça parce que bien souvent, dans les logiciels de réalité augmentée, la caméra 1 correspond à celle qui va être pilotée par le logiciel, qui va être traquée. C'est-à-dire que la caméra renverra en temps réel à la scène ses positions. Donc, on peut tout à fait simuler ces mouvements en allant jouer dans les réglages de la caméra, mais c'est exactement ce que fera le logiciel Virtual Studio. Revenons à notre cube maintenant. Si on le rallume, on voit qu'il ne dépasse que de moitié du centre du studio. Tout simplement parce qu'il est centré par le milieu. Donc pour compenser ça, on peut lui demander de prendre son point 0 sur le bas. Et là, on a un cube d'1 mètre sur lequel on pourrait tout à fait imaginer qu'il existe. Donc ce qu'il est important d'avoir en vue dans le studio, c'est qu'on travaille en taille réelle. Donc tous les éléments doivent avoir une taille réelle et on doit pouvoir aussi jouer avec les couleurs, les reflets et les matériaux et donc les lumières. Alors les lumières, donc pour l'instant on va laisser un peu le réglage tranquille. Bien entendu on peut régler l'intensité, la position et la direction des lumières. On va simplement choisir un réglage par défaut qui nous convient. Et pour bien prendre conscience de ces lumières, on peut tout de suite tester donc, dans les containers plugins en global, mettre une ombre à notre cube et ainsi bien vérifier qu'il est éclairé. Donc le cube, c'est le caster et le receveur, c'est le sol. Voilà, donc là on obtient une ombre qui naturellement est visible selon les différents angles. On ne fait toujours pas la distinction entre le cube et le sol, tout simplement parce qu'ils ont la même couleur. Alors, sur le matériau du cube, on peut venir jouer sur son matériau par défaut, et on voit différents onglets. Alors, l'émission correspond à la lumière qu'émet le cube de l'intérieur. Si le cube est éclairé, par exemple, on peut imaginer jouer sur ce réglage. Si on décide de travailler avec les lumières, le mieux est de travailler avec les lumières ambiantes, diffuses et spéculaires. Le spéculaire correspondant au reflet. Mettons par exemple qu'on est
surface un peu brillante, et diffuse, éclairons-le un petit peu. Alors là aussi, vous avez, on n'a pas parlé trop du matériel, la possibilité, bon, il y a un alpha, c'est-à-dire qu'on peut faire disparaître notre cube, ce qui ne présente aucun intérêt dans l'immédiat. On peut jouer sur sa brillance, et pour chacune des 3 couleurs, ambiante, diffuse et spéculaire, il est possible de soit changer les réglages RGB, soit, pourquoi pas, d'aller directement jouer avec les réglages de saturation, de teinte et de lumière. Donc on voit un cube plus blanc, donc on va le mettre blanc, pas teinté. C'est pour ça une lumière diffuse. Le spéculaire, c'est pareil, il est à fond. Et en ce qui concerne l'éclairage ambiant, voilà, on va l'éclaircir un petit peu plus. Donc on a bien un cube blanc, éclairé, posé sur le sol. C'est toujours utile d'avoir un cube lorsqu'il s'agira de faire le calage après en studio. L'autre notion extrêmement importante concerne le keying. Admettons que l'on veuille superposer ce cube dans une scène bien réelle, qui serait filmée, on aurait alors à faire un keyer, qui a donc besoin d'un signal de découpe. Si on clique sur le petit onglet key, là, ici, on s'aperçoit que notre scène, par défaut, doit être en auto-key. Elle dessine donc à l'écran l'entièreté de la scène. Mais nous, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas l'intention de redessiner le sol. Ça pourrait, mais ce n'est pas le cas. Donc là, on va rester en réglage Virtual Studio. Et on doit, pour faire apparaître le cube, aller sur key. Voilà, à ce moment-là, là, on a le signal de key, donc de découpe du cube. Ce qui signifie que quand on va superposer une image à ce cube, on ne verra que le cube dans la scène, le sol étant uniquement une facilité de design. Donc pour récapituler, on a bien un onglet caméra qui nous permet de définir différentes caméras. Celle-ci, on va l'élever aussi. Dans un tout premier temps, il est donc important de bien prendre ses marques, si j'ose dire, c'est-à-dire de voir si on a un studio de 10 mètres sur 10 mètres et d'avoir des points de repère qui seront utiles ensuite pour le calage. Donc, moi personnellement, ce que j'aime bien faire, c'est poser par exemple un cylindre qui peut arriver ici comme un repère. Donc là, on ne le voit pas parce on va le mettre plus près de nous. Admettons par exemple que... il faut être précis, hein, parce que l'histoire du studio virtuel, c'est que tout se joue au centimètre. Mettons par exemple ce cylindre à l'un des coins du studio. On va voir tout de suite de quel coin il s'agit. Il s'agit de ce coin-là. On y rajoute le matériau cube, par exemple. Ce cylindre, c'est exactement pareil. Hein. On veut le poser au sol, donc on dit qu'il a comme point de référence le bas. On peut venir jouer sur son diamètre. Admettons, par exemple, qu'on veuille faire un piqué allez, mettons 5 cm de diamètre. On a donc un point de repère qu'on va pouvoir ainsi mettre aux 4 coins du studio. Alors naturellement, vous choisissez en fonction de votre configuration les repères qui vous vont. Mais ils seront nécessaires lors de la calibration de la scène pour permettre de bien superposer les deux images. Une fois encore, il va être intéressant de mettre un signal de quai sur ces cylindres
de telle sorte que l'on puisse les voir sur l'image finale rendue. Alors l'image finale rendue, on peut la voir en cliquant sur KP, qui preview, ce qui donnerait un tel résultat à l'antenne, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le sol. J'ai bien envie de mettre tout ça dans un seul et même container et d'appeler cela repère. Ainsi, lors de l'exploit, lors de la livraison de la scène, on désactive bien entendu les repères et on ne les active uniquement que pour le calage de la scène. Bien, maintenant on désire ajouter une image, mettons par exemple que l'on choisisse un joueur. Alors si je fais disparaître, on va déplacer le cube, on va mettre le cube sur le côté. J'ai déterminé un joueur que je voudrais mettre à l'image. Alors ici, pour que l'image repose sur le bas, si j'ose dire, il faut venir jouer dans la case de transformation de l'image et venir jouer sur l'axe du centre. Alors on décide que par exemple c'est le bas de l'image, ça nous cale bien moins 50, ça ne fait rien bouger, donc il faut revenir à 0, voilà. Là on a un joueur qui plane peut-être un peu parce que le détourage laisse à désirer. Donc on va se caler ça un peu mieux, tout simplement en allant... donc on a bien la bounding box qui correspond au contour de l'image, on voit qu'il y a beaucoup d'air. Je vais me servir de la caméra 1 pour zoomer un petit peu sur le joueur. Donc là, on peut venir faire coïncider la texture avec les bords du carré. Ceci va avoir un intérêt, c'est que là encore, on se retrouve avec une image qui est... si on clique ici, on peut voir que l'image fait exactement 100 cm de hauteur, ce qui est bien pratique. Donc là, on a un Djokovic qui fait 1 mètre exactement. Donc je reclique sur la texture pour venir jouer sur les paramètres de la texture, sa position, XY, voilà, encore un petit peu, oups. Voilà, donc là on a un Djokovic de 1 mètre de haut, ce qui n'est pas encore satisfaisant parce que le monsieur fait 1,88 m, donc là on peut venir jouer aisément sur son échelle. Comme il fait 1 mètre, on multiplie ça par 1,88 m et on a bien un monsieur en taille réelle à côté du cube à 1 mètre de côté. En termes de rotation, si je le tourne sur l'axe des X, je constate qu'il disparaît. C'est une particularité de la 3D. Il est temps donc de découvrir le plugin dit Expert, qui va nous permettre d'aller afficher les deux faces de l'objet en cliquant sur Backface. Alors le monsieur est plat, tout simplement parce qu'on a un objet en 2D qui peut faire illusion, qui peut servir de repère. Bien entendu, au niveau du design, c'est pas forcément ce qu'on a envie de voir. Il faut à ce moment-là prendre des objets 3D que l'on peut importer dans Vise. Voilà, donc là on a par exemple un avion, lequel avion voilà, a besoin d'un peu d'altitude. Hop, on peut déplacer. Voilà, donc là on a bien un objet 3D. On va essayer de le poser sur le sol. Voilà, donc le sol nous sert aussi à déterminer la position de l'objet.
par rapport à la hauteur. Donc là, on voit que la différence entre un objet 2D et un objet 3D. Voilà, donc je vais sauver cette scène en repérage, par exemple, et revenir sur la scène où j'étais tout à l'heure pour qu'on passe en revue les différents composants que l'on va trouver à l'intérieur et éventuellement vous donner des idées. On reviendra sur les détails de la construction de tout ça dans de prochains épisodes, naturellement. Quand on clique sur l'onglet Tree, vous vous souvenez, on voit tout l'onglet, on peut changer la taille des icônes en allant sur la petite loupe. Voilà, donc une scène. Donc quand on est sur l'onglet Tree, on voit l'ensemble des conteneurs qui composent la scène. Alors quand on arrive sur une scène comme ça un peu compliquée, je vous le souhaite, c'est toujours très instructif. Moi j'aime bien tout fermer en cliquant sur le petit moins et après en ouvrant au premier niveau. On peut ainsi voir à quoi servent les différents conteneurs. On voit par exemple que là on a quelque chose qui correspond à bar. Il y a probablement plusieurs caméras. Voilà, donc sur les barres, on peut faire disparaître ce qui ressemble à des histogrammes. On a un camembert, on doit pouvoir faire apparaître du monde. Voilà. Les effets graphiques qui vont correspondre à des scènes dans la scène. On les a ici, GFX. Ce sont ces deux écrans. On va revenir dessus. Le drone. Le tableau qui ressemble à un tableau de résultats. Les pupitres, on ne voit pas ce que c'est. Des téléviseurs. L'ensemble du décor. Et de l'audio, on reviendra dessus. Alors, si je tape Key là-dessus, je vois que je suis dans un studio virtuel qui n'a pas de signal de quai, donc on peut imaginer qu'il s'agit là de quelque chose qui passe en fond. Mais on verra tout à l'heure que Virtual Studio a besoin de signal de quai pour savoir qu'est-ce qui lui passe devant ou derrière. Tout ce qui contient un signal de quai étant naturellement devant. On a aussi la possibilité ici, dans cet onglet, de faire apparaître différents directors qu'on va retrouver dans le stage. Même réflexe, on passe tout en moins pour voir à quel director on a affaire. On les retrouve ici. Si par exemple je lance l'onglet pupitre, je fais apparaître des pupitres. A l'inverse, en cliquant sur reverse, puis un continue, je dois pouvoir faire disparaître les pupitres. Ou apparaître. Donc ça c'est le genre d'action qu'on voudra réaliser naturellement sur un studio. On a tout à fait la possibilité donc de venir intégrer des vidéos dans des écrans. Alors on n'a ni plus ni moins à faire que ce qu'on avait vu à Cannes en insérant dans la scène donc un clip qu'on sait tout à fait arrêter, voilà, ou relancer. Là il doit être en autoplay. Donc là il est important que la vidéo se trouve sur le disque de l'ordinateur, en général D. Bon, ici on est sur C, mais ce chemin est à renseigner de façon importante. Voilà.
pour avoir du son aussi. Le GFX, lui, correspond à une scène. Là, on a mis la scène de Saint-Pétersbourg dans un écran, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'on décide d'y insérer Cannes. Voilà, et on retrouve la scène avec l'écran qu'on avait fait en tout premier. Voilà. Sinon, la scène est naturellement contrôlable comme toute scène, donc après tout dépendra comment vous voulez architecturer votre scène. Mais dans les contrôles objets, par exemple, on doit pouvoir venir changer un classement ou un nombre de points. Là, je retrouve pas le score 1 qui a dû disparaître quelque part, mais je peux tout à fait changer le score 2. Voilà. Donc, vous retrouvez également les plans de coupe, parce qu'on est en 3D, donc ça on les avait pas vus encore, mais front, back, donc toujours centré par rapport au 0, le top, la vue du haut, hein, qui correspond à une caméra zénithale. Quand on est dans ces vues, on a la possibilité de zoomer en maintenant appuyé la touche Z, puis en dessinant un rectangle autour de ce sur quoi on désire zoomer. Voilà, donc une fois encore, il s'agissait d'un petit tour d'horizon des possibilités de vise en Virtual Studio. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie pour vos petits pouces bleus qui font toujours plaisir et à très bientôt.